Rebonjour à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver dans le cadre de cette inauguration des locaux de d'ARES, la maison tunisienne de l'économie sociale et solidaire. On le disait, on va aborder la question à travers plusieurs prismes tout au long de la journée et on démarre avec une sorte d'état des lieux. On va regarder un tout petit peu dans le rétroviseur, ne pas trop s'y attarder pour ne pas changer de cap, mais également mesurer le chemin parcouru pour se dire qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été accompli et avec qui cela a été accompli pour construire l'avenir ensemble justement de l'économie sociale et solidaire. Je suis vraiment gâté, je suis vraiment bien entouré en cette matinée. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Lotfi Benaïssa, vous êtes universitaire, vous êtes expert en économie sociale et solidaire et on va parler des différentes initiatives que vous avez initiées, que vous avez abordées tout au long de cette dizaine d'années. Rachid Abidi, vous êtes directeur de l'ABES et on en parle tout à l'heure également. On opérera une immersion quelque part dans ce monde de l'ABES. Bien évidemment, Kerim Toumi, maillon incontournable de l'économie sociale et solidaire. Et avec nous également en ligne, Alessia Tibolo, donc coordinatrice de COSPE et la plus tunisienne des Italiens, suis-je tenté de dire. Un travail exceptionnel qui a été fait depuis des années. Alessia, on démarre avec vous. Bonjour, quel plaisir de vous retrouver. Micro, Alessia. Oui, je l'ai activé, mais après, il a été Voilà. désactivé. Bonjour, c'est un plaisir de te retrouver. Tout le plaisir Et est de pour retrouver nous. tous les collègues et camarades qui sont autour de toi sur les canapés. Désolée d'être à distance, mais je pouvais pas vous joindre directement. C'est le mot, camarade. C'est absolument ça, puisque c'est une bataille collective qui est menée depuis des années. Silotfi, je vais démarrer avec vous. Quel regard porter sur ce décade, sur ces 10 ans qui viennent de s'écouler, sur les pas de géants qui ont été franchis, tout en nourrissant l'ambition d'en accomplir davantage dans le futur. Merci. Est-ce que c'est ouvert? Attendez. Voilà. Merci. Eh ben, que de chemin parcouru depuis 2011, du moins. 2011 nous a permis de parler de l'ESS, de s'organiser autour de l'ESS, donc avec la naissance d'un certain nombre de réseaux dédiés à l'ESS, des réseaux de l'économie sociale et solidaire avec de différentes appellations. Mais un moment fort, en 2013, MEDES 2013, ça a été un véritable déclic, puisque cet événement, sous le slogan de le printemps de l'engagement solidaire, qui est repris aujourd'hui à propos de cet événement que nous vivons aujourd'hui, eh ben, ça a été un moment fort parce que pour une fois, des acteurs de l'économie sociale et solidaire des deux rives de la Méditerranée se sont réunis pour se concerter, pour débattre de l'ESS, de ses perspectives dans tous les pays des deux rives. Et de cet événement sont sortis un certain nombre de chantiers qui ont ouvert des perspectives pour la suite. Vous savez ce qu'on dit, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Est-ce qu'en 2013, il y avait assez de conscience, assez de maturité par rapport aux différents intervenants locaux pour absorber, accompagner, optimiser cette question de l'économie sociale et solidaire, selon vous? J'ai rappelé cet événement parce que, pour souligner quelque chose de particulier à la Tunisie, c'est que l'ESS a toujours été porté par la société civile. En 2011, personne, au niveau de la classe politique, personne ne parlait de l'ESS parce qu'elle était totalement absente de leur modèle de développement qui a été expérimenté pendant toute cette décennie. C'était par choix ou par méconnaissance? Méconnaissance. Ils ont commencé à s'intéresser à l'ESS grâce à cet événement de sensibilisation, donc MEDES de 2013, puisque
la campagne électorale de 2014, on va assister à un changement au niveau des discours politiques. L'ESS devenait un sujet intéressant et même un argument électoral, puisque ça a été repris pratiquement comme par miracle. Par l'intégralité des intervenants On a politiques retrouvé- ou des candidats. Exactement. Donc ça a été le début de la reconnaissance politique du rôle de développement de l'économie sociale et solidaire en Tunisie. Donc ça a été dès le départ un travail entamé, initié par la société civile dans son ensemble. Deuxième moment fort, ça a été donc cet événement, le 30 septembre 2015, une conférence nationale organisée par l'UGTT, qui a réuni les principaux acteurs, les partenaires sociaux, les acteurs de la société civile, les associations citoyennes, les réseaux de l'économie sociale et solidaire, les représentations onusiennes, le BIT, FAO, PNUD, etc. Mais surtout, tous les présidents des commissions parlementaires, que ce soit du gouvernement ou dans l'opposition, depuis Nahda jusqu'à Jabal Sha'biya. Au-delà des décideurs, si vous permettez, si Lotfi, au-delà des décideurs, le citoyen, le profane, les personnes lambda, aujourd'hui, est-ce que ces gens-là sont assez sensibilisés selon vous ou pas? Jamais assez. Mais on peut dire qu'il y a des acquis. Parce que la société civile, cette initiative législative qui a été initiée par l'UGTT, elle a été réalisée dans un esprit de démocratie participative, pour reprendre un terme déjà bien utilisé, bien que commence à être galvaudé, mais une sorte de néologisme. Oui. Voilà, tout à fait. Et ce processus, donc, de va-et-vient entre les concepteurs de cette loi, de projet de loi, et la société civile, c'est-à-dire les syndicats, que ce soit de l'UGTT, je parle de l'UTICA, l'UTAP, les partenaires sociaux, mais également les réseaux de l'économie sociale et solidaire et l'ensemble, ce serait trop dire, les acteurs qui sont manifestés à l'occasion de cet échange, de ce processus d'élaboration du texte législatif, alors que, juste une petite parenthèse, ce n'était pas évident, hein, le processus réglementaire. Il y avait des on va y revenir qui étaient réticentes. On va y revenir si Lotfi, vous avez parlé énormément des intervenants officiels, on va dire, et comment basculer de l'aspect institutionnel à l'aspect populaire était un enjeu majeur. On va justement essayer de voir quelle perception de la rue, hein, des citoyens, quel regard porter sur cette économie sociale et solidaire à travers une petite vidéo. Et on reviendra dans une poignée de secondes, continuer quelque part à essayer de décortiquer ce qui a été fait et comment est appréhendée cette question d'économie sociale et solidaire. Vidéo, on regarde ces images et on revient dans quelques instants. فكرة هو حل لجميع مشاكل البلاد. سمعنا به في تونس وعمل بوليميك في جمنة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامن على الناس الكل تساهموا في الاقتصاد نتاعنا. العباد معناها كيما نقولوا تتضامن مع بعضها. لا اله الا الله محمد رسول الله. الوضع الاقتصادي في تونس متدهور برشا. بالطبيعة بلادنا هذايا. لا اله الا الله محمد رسول الله. بغي نعرفوا اللي دينارنا يحكوا. ما عندنا حتى غرض وما عندنا حتى كلمة. التضامن هو البديل الوحيد للبلاد البلاد. يا خويا والله في القوانين في تونس انا جي اوكون ايدي. اللي احنا نفتقدوه برشا وماذا بينا يترسخ في تونس اللي هو مستحيل وبعيد منيع. الدولة بتعطي دي كريدي. لا ما ثمش تو قوانين. تعمل اكيليبراج في المجتمع كامل. يحكي على الاجتماع والاقتصاد الابتدائي حديث موجود يا زلمه فعلا ما فهمتش. ما طايح. ما شو خرب من الاداره راهو مش من البشر. داخل في التعاضدية ها هكا ولا يسبب الاقتصاد ماشي حيث ان المجموعه تكون هي
اللي تكون رافض للاقتصاد اللي باع في المستوى التالي. إذا كان توجد فعلا ومعناها توجد بطريقة محكمة وبطريقة معناها قانونية وشرعية ومدروسة، راهي بإذن الله ينجم ينهض بالمجتمع وبالأخص الطبقات الفقيرة. الاقتصاد الاجتماعي والتضامن هو يعني منظومة يعني فكرية، منظومة اقتصادية، منظومة قيم اللي تقوم بصفة أساسية على أولوية الإنسان على رأس المال. دونك الغاية من كل نشاط ينخرط في هذه المنظومة هي غاية يعني مبنية على المصلحة العامة وليس على المصلحة الفردية فقط. تنجم تجيب واحد يجيب 10، الاخر يجيب 20، الاخر 30، ولكن وقت نتلاقاو في مجلس إدارة باش ناخذ قرار هام يتعلق بمصير وبحياة وتسيير في المؤسسة، الناس كلها متساوية في التصويت، كل شخص عنده صوت واحد. الفيصل ما بيناتنا هو قوة الحجة نتاعك. المؤسسة نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن مبنية على المردودية. ايش معناها مردودية؟ يعني مؤسسة يسمى تكون النشاط نتاعها يعني رابح، باش تنجم تكون عندها مساهمة في الرفاه نتاع الأعضاء نتاعها والرفاه نتاع كل الناس اللي محيطة فهمتني وعايشة من المؤسسة هذيك بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة. ولكن الغاية الأساسية مش يكونوا نستهلك المرابح نحققها فهمتني كل عام، لا، يكفي باش يعني الثلث نتاع المربوح نتاعنا يتوزع علينا باش نتفرهدوا على مستوى فردي، ولكن بصفة آلية الجزء الأكبر هذاك باش يقع يحدث الاستثمار نتاعو في المؤسسة، يعني مش خارج من المؤسسة، هو الربح باش يبقى في المؤسسة في مستويين. يعني باش نقتطعوا جزء يعني نقولوا مثلا 15% هذاك نحطوه احتياط ما عادش نمسوه، ومن عام لعام يكبر حتى يوصل قد الرأس مال نتاع المؤسسة. غدوة صارت مشكلة على أزمة على مستوى اقتصادي على مستوى البلاد، يعني نلقى روحي محصن، يعني ما منيش مضطر باش ناكل الراس مال نتاعي. عندنا ترسانه من القوانين، ثم فيها القديم ثم فيها الجديد، ولكن اولا التفعيل نتاعهم يعني ثم فرق كبير ما بين ما تنص عليه هل القوانين وايش باش نلقاوها في الواقع. اليوم القطاع التضامني باش يجي يحل افق للقطاع فهمتني الموازي، الشباب اللي هو يعني ينشط يعني في اطار يعني هشاشه، يعني لا تغطيه اجتماعيه لا تغطيه صحيه. القطاع التضامني مش يحل افق باش الشاب ما عادش يهاجر في المنطقه الفلاحيه باش يمشي يعني على الحدود يتاجر في السوق الموازي. اذا كان توفرت الاليات الضروريه لهذا الاقتصاد، وانا ما بين قوسين من الاليات الكبيره اللي مش توفر غدوه الاقتصاد هذا هو سند ذراع يعني مالي اللي هو يتمثل في بنك تعاوني. الخاصيه نتاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامن هو كونه يعني الاليات هذه توفر له امكانيه الديمومه اللي هو مش مضمون في القطاع الراسمالي التقليدي اللي معدل امل الحياه بالنسبه للمؤسسات هذه 3 4 5 سنين، ومن بعد سكر وعاود فهمتني حط فلوسك في مشروع اخر لانه فهمتني ما عادش المنافسه ما تخليكش يعني المجال. Voilà donc un certain nombre de témoignages, de réponses à une question simple. Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire? إجابات بسيطة على سؤال بسيط اللي هو شنو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. Monsieur Karim Tomi, Monsieur Promotion ESS, justement, est-ce qu'on a failli en termes de promotion, de pédagogie, lorsqu'on prête une oreille attentive à ce qui a été dit, aux réponses qui ont été formulées? Pas du tout, mais je commencerai par un peu présenter le processus qui a amené, vous avez dit tout à l'heure que la définition elle est simple de l'ESS, et ce n'est pas le cas parce qu'on a mis presque 4 ans pour arriver à une définition concertée entre tous les acteurs de l'ESS. C'est de la simplicité, hein. Voilà, le néologisme entre simple et complexe, ce qui semble simple mais qui est très complexe. Exactement, et je reviendrai sur un événement qui a précédé l'événement de l'UGT, c'est la première conférence national tripartite sur le l'ESS qui a réuni le gouvernement en présence du chef de gouvernement à l'époque en 2015, mais aussi tous les acteurs de l'ESS
les acteurs institutionnels, mais également la société civile. Et on a discuté de tout. Donc, on a fait un état des lieux où on a montré quelles sont les lacunes, quelles sont les défaillances, les obstacles qu'on doit surmonter pour mettre en place un écosystème. Et donc la communication et cette confusion du concept lui-même donc, a été vraiment la première chose à faire. Et on a décidé tout de suite après donc, de lancer un dialogue social autour de ce dossier parce que c'est un dossier national et qui nécessite vraiment que tout le monde en parle. Et donc, le processus a duré longtemps, même il a pris trop de temps, et ça a abouti à la loi en 2020. Et donc, ça a été vraiment l'acte de naissance juridique du secteur de l'ESS. Maintenant, c'est un chantier qui va être très bientôt finalisé. Donc, mais il y a d'autres chantiers qui sont très urgents. Il faut les lancer très rapidement. J'ai écouté tout à l'heure donc, nos jeunes, nos porteurs d'espoir de ce pays. Il y a beaucoup d'attentes qu'on a créées. Donc maintenant, il faut avancer sur des choses concrètes. Il faut y répondre voilà, concrètement. Là, les baisses. Les baisses, on va dire que c'est devenu une institution qui a une reconnaissance de la part de tous les intervenants. Quelques chiffres, 1650 associations formées, 5200 participants aux événements, 50 000 followers. Oui, c'est beaucoup de chiffres très flatteurs. D'abord, pourquoi un incubateur ? Alors, merci déjà pour l'invitation. C'est un plaisir. Et la journée, je crois, n'aurait pas pu se faire sans vous. Tous ceux qui sont là aujourd'hui ont une légitimité qui a été acquise grâce à la valeur ajoutée, grâce au travail qui a été accompli, grâce au service rendu à l'économie sociale et solidaire du pays. Merci beaucoup. Alors, le LABES, en fait, a débuté son activité en 2012, effectivement, juste après la Révolution. Mais ça a démarré par une simple idée. C'était l'objectif d'appuyer, de soutenir les associations, les jeunes associations qui étaient en train de se lancer, puisque juste après la Révolution, il y a eu un espèce de boom des associations créées. Sauf que c'était des jeunes associations et elles avaient besoin aussi d'être accompagnées, d'être appuyées justement pour gagner en autonomie, gagner en professionnalisme. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mettre en place un certain nombre de formations et de rendez-vous d'accompagnement. Donc c'est vraiment parti de là, aider la société civile qui avait effectivement, juste avant la Révolution était peut-être moins dynamique et qui s'est vraiment réveillé après. On l'a outillé, on lui a apporté de la méthode, on lui a permis de mettre en place une gouvernance, d'être mieux géré, d'avoir de l'impact, de travailler sur leur modèle économique également. Et c'est comme ça que l'histoire du LABES a démarré, donc vraiment avec les associations. Et par la suite, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il fallait continuer à promouvoir, à faire du plaidoyer. Alors on n'est pas des lobbyistes, nous, on n'est pas des spécialistes du sujet, mais par contre, on a tout à fait la possibilité de parler de ce qu'on fait, des sujets qui nous intéressent, des thématiques qui nous intéressent. On va parler de consommation responsable. On va parler de l'éducation, on va parler de finances, mais pas leur finance, plutôt la finance solidaire. Vous avez trouvé des oreilles attentives ? Alors pas tout de suite, évidemment. Donc c'est un long combat, c'est un long chemin. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Exactement. Et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à se maintenir, mais ça n'a pas été tous les jours très simple. Donc on a démarré de la communication, des événements autour de ces sujets. On a essayé d'attirer les uns et les autres, et puis nos partenaires étrangers aussi qui ont des choses à dire. Alliés, qui ont été les premiers convaincus, qui ont été les premiers à adhérer quelque part à cette folie, suis-je tenté de dire, de changer les choses, de changer le paradigme. La société civile en elle-même, en fait, le LABES est né d'une collaboration entre des premières associations un petit peu expérimentées. L'ambassade de France, je la cite parce qu'ils étaient là aussi pour aider. Le groupe SOS en France. Ça a une explication très objective, puisque historiquement, la France a toujours été porteuse quelque part de l'économie sociale et solidaire. Donc ça se tient. Voilà, et c'est pour ça qu'effectivement le groupe SOS, qui est une structure française aussi, qui a déjà beaucoup d'expérience, plus de 30 années dans l'économie sociale et solidaire en France et en Europe, a également appuyé cette initiative
initiative qui a démarré. Donc ce fut les premiers alliés, effectivement, et puis après, il y en a eu beaucoup d'autres, hein. On a travaillé un peu avec tous les autres partenaires tout au long de cette décennie, un peu moins finalement, quoi. Voilà, et du coup, c'est là qu'on s'est intéressé au plaidoyer, certes, on l'a fait avec les autres, on a participé à l'élaboration du projet de loi, à la loi en elle-même, modestement, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs, hein, qui ont participé. Et puis, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, il y a un intérêt aussi pour l'entrepreneuriat, en tout cas pour utiliser l'économie de façon différente, en disant, bon ben, l'entrepreneuriat social, on peut le mettre en place en Tunisie. On a du coup mis en place un incubateur aujourd'hui qui est très complet, qui apporte vraiment un soutien aux entrepreneurs pour utiliser l'efficacité économique au service du plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'est née finalement la structure en elle-même, l'organisation qui s'appelle aujourd'hui le LABES, qui veut dire Laboratoire de l'économie sociale et solidaire. Tout à l'heure, on va en parler. On va parler de l'avenir de l'incubateur. Quelle valeur ajoutée avec un texte de loi? Comment donner du muscle davantage aux différents acteurs? Mais on va chercher, je le disais tout à l'heure, la plus tunisienne des italiennes. J'ai nommé Alessia Tibolo. Vous êtes coordinatrice de COSPE. Bonjour. Rebonjour. Bonjour à tous. Alessia, alors, plaisir d'être avec vous, même si aujourd'hui, virtuellement. lorsqu'on parle d'économie sociale et solidaire, c'est également en faisant un benchmarking, en faisant des analogies, en établissant un état des lieux, on essaie de mesurer les avancées à travers tout ce qui se fait dans le monde, bien entendu en prenant en compte les spécificités locales. Aujourd'hui, COSPE est présente un peu partout. C'est une structure qui a assez de latitude et de recul pour voir ce qui se fait sur le terrain dans différents pays. Quel regard, quelle évaluation faites-vous de ce qui se fait en Tunisie ou ce qui s'est fait depuis quelques années déjà? Oui, plaisir d'être parmi vous. Comme Merdi l'a dit, moi je suis la représentante en Tunisie des COSPE. COSPE, c'est une ONG italienne et pour nous, le travail qu'on fait sur l'économie sociale et solidaire en Tunisie, c'est disons un travail de longue haleine. On a pu commencer avec un projet qui s'appelait YES, Initiative d'emploi en économie sociale et solidaire, qui était un des projets pionniers du développement et de la promotion de l'économie solidaire en Tunisie, qui est démarré en 2015. Et pour nous, c'était vraiment un tremplin pour commencer à cogiter, à penser, à faire de l'ESS de manière, disons, assez holistique, en partant sur différentes dimensions. Un travail qui était tout d'abord d'appui à ceux qui sont les acteurs de base de l'économie sociale et solidaire, et renforçant donc des filières locales, des filières de qualité, des filières équitables. Et après, en essayant de travailler aussi au niveau macro, disons tout ce qui est la structuration de l'écosystème. L'écosystème qui est fait par des services qui puissent être adaptés à des jeunes entrepreneurs, à des secteurs particuliers, à haute innovation sociale, avec un impact important d'un point de vue social et environnemental. Et donc, pour nous, tout cet échelon de travail, en fait, des cordons de protection des acteurs de base de l'ESS est primordial. Et il passe par l'accompagnement, l'appui à la mise en place des pôles d'appui à l'économie solidaire, qui sont des initiatives, des véritables laboratoires à l'échelle du territoire. Il y en a 2 qui sont nés dans le cadre du projet YES, à Mardi et à Sidi Bouzid. Il y a un 3e qui est en train de se monter, qui s'est constitué à Jandouba, qui s'appelle Pôle PODES. Et les pôles de Sidi Bouzid et de Mardi appelés CITES, on les avait montés en partenariat direct avec ISMED, qui lance aujourd'hui cette importante maison de l'économie solidaire à Tunis. Donc, un premier niveau pour renforcer directement les acteurs, un deuxième niveau pour structurer l'écosystème, et après, disons, tout un niveau de travail qui se joue autour du plaidoyer, de la possibilité de tisser des alliances entre réseaux de l'économie solidaire tunisienne et à l'échelle régionale et internationale. Et en particulier, on s'est mobilisé avec ISMED, avec l'ABES, avec 130 signataires dans la campagne Tunis solidaire qui a coïncidé avec la première vague, disons, du Covid entre avril et mai 2020, parce qu'on avait envie de supporter tous les acteurs de l'ESS tunisienne
pour une reconnaissance. C'est des acteurs qui se sont mobilisés énormément lors du début de la pandémie, en arrivant, en étant capables de donner des réponses là où l'État tunisien aussi il était absent, des réponses en termes socio-économiques primairement. Et c'était une campagne qui nous a mobilisés et qui a permis aussi de booster, de faciliter, de faire avancer tout le travail sur la loi. Si on est arrivé donc en juin 2020 à signer la première loi cadre de l'économie solidaire en Tunisie, c'est grâce effectivement à cette mobilisation. Donc, pour dire en résumant, que travailler sur les SS, c'est travailler vraiment à plusieurs niveaux. Travailler au niveau des bases, travailler sur les territoires, en essayant de promouvoir des initiatives qui sont des initiatives saines et qui sont porteuses des pratiques d'avant-garde en termes d'impact, en termes de valorisation territoriale. Travailler sur le niveau méso parce que ces initiatives ont besoin d'être bien appuyées, bien accompagnées et trouver des interlocuteurs fiables. Et travailler sur les niveaux, disons, plus macro, que c'est l'incidence politique et la reconnaissance politique de l'économie solidaire en Tunisie. Et c'est un défi qui est bien sûr tout un chantier ouvert et qui demande la collaboration et la coordination de tous les acteurs qui sont aujourd'hui présents et conviés à cet événement et qui étaient aussi engagés dans tous les mouvements Tunis solidaires. Merci beaucoup. Alessia, on revient vous voir dans quelques instants. Mais Kerim Toumi, est-ce que vous estimez qu'il y a une chronologie à respecter? Est-ce qu'il y a des étapes et des paliers à atteindre progressivement, ou est-ce que tous les chantiers sont menés simultanément et tout est bon à prendre? On est dans une phase d'absorption, on est quelque part en mode éponge? Tout à l'heure, je discutais avec Silotfi et je lui disais que maintenant, on a, comme je le disais, donc le chantier de cadre juridique, il a été presque finalisé. Donc il faut entamer les autres chantiers, et notamment il y a un acteur très important qui devrait assumer ses missions, disons, dans la promotion au niveau local de l'ESS, c'est les collectivités locales. Et donc, on a lancé, ça fait 2-3 ans, donc, le processus de décentralisation et le code des collectivités locales. Donc, il a prévu tout un article sur le rôle de l'ESS, le rôle des collectivités locales dans le financement et la promotion de l'ESS au niveau local. Et donc, il faut maintenant, ce rôle, on doit l'activer. Donc, il faut aider les collectivités locales à bien saisir et à bien développer les mécanismes nécessaires. Et donc, c'est un chantier très urgent, en plus de chantier de financement. Mais oui. Aujourd'hui, nous avons 350 collectivités locales aux conseils municipaux. Est-ce qu'on peut parler de disparité? Est-ce qu'on peut parler de ressources, de taux d'encadrement pour l'implémentation justement de ce rôle qui leur est imparti? Est-ce qu'il faut justement mettre en place certaines locomotives qui vont initier le changement, donner l'exemple, donner le temps dans ce chemin tortueux? Comment procéder en fait? Le mode d'emploi selon vous? Le mode d'emploi, c'est toujours le même. La démarche, elle est toujours la même. Il faut réunir les acteurs concernés par cette thématique et discuter ensemble quels sont les problèmes et comment on peut trouver des solutions. Donc, si on n'arrive pas à réunir tout le monde autour de la même table pour parler... On est là pour ça. Hein. Voilà, exactement. C'est presque l'intégralité des acteurs qui vont défiler pendant toute cette journée. Hein. Exactement. Donc, il faut aussi qu'il y aurait une volonté politique pour avancer sur le dossier. Parce que je pense qu'il y a un certain relâchement après la promulgation de la loi de l'ESS. Donc, et c'est la société civile, encore une fois, qui essaye de pousser pour faire aboutir donc pour bien figurer dans la hiérarchie des priorités, on va dire. Exactement. Mais ce qui est aussi disons étrange, c'est que tous les dossiers depuis 2-3 ans qui sont bloqués ou bien sont freinés, et le seul dossier qui avance, c'est le dossier de l'ESS. C'est un peu paradoxal. Hein. C'est un besoin en même temps. C'est une réponse à un besoin qui est criard. Hein. Et aujourd'hui, il y a une consécration politique, on en parlera. C'est même l'intitulé du ministère, hein, après restructuration, même s'il y a plein d'obstacles politiques qu'on va occulter aujourd'hui. Mais le fait que le nom puisse porter économie sociale et solidaire a une symbolique assez particulière, Silotfi. Oui. Tout à fait. Tout à l'heure, vous avez évoqué la chronologie. Effectivement, il y a un ordre chronologique, mais également un ordre logique.
après la reconnaissance politique du rôle de développement de l'ESS, et pour que l'ESS demain se positionne de manière efficace dans le paysage économique et social, il faut finaliser le processus juridique. Ce n'est pas encore fait. On est dans une phase de mise en application des principales dispositions de la loi. C'est-à-dire, nous avons 6 décrets et un arrêté pour mettre en place le dispositif institutionnel, les mécanismes de financement, les mécanismes d'accompagnement, de formation, et pour que cette loi favorise l'organisation de l'ensemble de l'écosystème, qui est extrêmement varié. On parlait d'entrepreneuriat social. Aujourd'hui, à titre d'exemple, on est en train de réfléchir dans le cadre d'ateliers qui sont conduits, dirigés par le ministère de l'Emploi, qui est l'adresse officielle aujourd'hui de l'ESS, et son organisme, son outil principal, qui est l'ANETI, qui est en charge, donc, pendant cette période de transition, de concrétiser la politique publique en matière de l'ESS, en attendant que l'institution officielle soit mise en place. Eh bien, on parle de statut type des entreprises solidaires, sociales et solidaires, qui sont des sociétés commerciales organisées, régies par le Code des sociétés commerciales. Comment les faire basculer dans l'ESS? Donc, vous voyez que ça va ouvrir des perspectives énormes à une myriade de composantes embryonnaires. On parle des entrepreneurs autonomes qui sont exclus par la loi, puisque la loi, son credo, c'est de jouer collectif et non pas individuel. Eh bien, nous sommes en train de réfléchir sur la manière d'intégrer ces milliers d'entrepreneurs individuels qui ont la fibre sociale à travers un cadre juridique approprié que sont les groupements d'intérêt économique, et qui va permettre donc à cette, vous voyez ce virage, et donc cette loi va favoriser l'absorption du maximum possible d'initiatives ESS. C'est une très bonne chose. Après, je vous poserai une question à laquelle vous pourrez répondre. C'est par rapport à l'aspect pédagogique. Le risque que l'ESS devienne une sorte de fourre-tout, ou qu'on y mette tout et n'importe quoi. Le côté abstrait de la définition, au-delà des intervenants directs qui en connaissent quelque part les nuances et les spécificités, que voilà, il y ait des amalgames entre RSE, ESS, etc. On va en parler, on va en parler. Mais avant cela, je reviens vers vous. Alessia avait soulevé un point essentiel, c'est celui du réseau. Donc, quel rôle d'abord pour l'ABES, Rachid Abidi, et également les interconnexions qui se créent, quel rôle pour les pionniers d'une manière générale que vous êtes ici réunis autour de cette table? Moi, j'avais aussi envie de réagir à la question précédente, mais très rapidement. Quand Mehdi, vous avez demandé quel est le mode d'emploi, je pense qu'aujourd'hui, on est tous ceux qui participeront à cette journée sont conscients qu'en fait, il faut tous qu'on avance tout de suite, maintenant, sans attendre une aide particulière, un soutien. Arrêtez d'en parler et commencez à le faire. Et on le fait déjà, et on va continuer, et en parallèle, effectivement, le volet juridique, réglementaire, doit se mettre en place au fur et à mesure. Parce que souvent, c'est aussi parce qu'on mène des combats sur le terrain, qu'il y a des initiatives qui se créent, il y a de l'expérimentation, il y a du test, et c'est comme ça qu'en fait les textes de loi sont écrits ensuite. Et c'est mieux comme ça d'ailleurs pour finalement un peu réglementer. Ça permet d'affiner les textes déjà, voilà. Que ce ne soient pas des textes théoriques, hypothétiques, mais que ça vienne répondre à un besoin qui est déjà déclaré, connu et reconnu. C'est ça. Et puis ça permet d'éviter aussi d'être trop vite bridé. Parce qu'on a encore plein de choses à imaginer, à explorer, à développer. Donc il ne faut pas non plus qu'on soit dans un cadre trop strict, trop rigoureux pour le faire. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans de nombreux pays
qui développe l'économie sociale et solidaire. Pour répondre à la question, mais nous, en fait, nous, on peut rien seul. Je rappelle très brièvement, réseau et rôle des pionniers. Nous, on peut rien seul. Aujourd'hui, on a une structure avec une belle équipe de 15 collaborateurs, mais c'est loin de suffire. Il faut absolument qu'on fasse avec tous les autres acteurs et actrices de l'écosystème, avec les bénéficiaires aussi, hein, tous ceux avec qui on travaille, les associations, les entrepreneurs, avec les parties prenantes que sont aussi le ministère en question. Et si on veut avancer, effectivement, on est contraint de le faire avec tout le monde. Et nous, on a vraiment cette volonté. C'est pas un choix, c'est un impératif en fait. C'est ça, exactement. On est vraiment, et nous, on est très contents de le faire parce que c'est comme ça qu'on avance vraiment avec, en imaginant les meilleures solutions. Seul, on n'y arrive pas. Donc, nous, on travaille avec énormément de partenaires depuis 8 ans. Je ne vais pas forcément les citer là, mais on est très content à la fois que ce soit des partenaires techniques, des partenaires de terrain, mais aussi les partenaires financiers. C'est vrai que sans moyens, on ne peut pas faire grand-chose non plus. On peut faire des choses, mais ça a ses limites. Si on veut avoir un peu plus d'ampleur, d'ambition et d'impact, on a besoin d'avoir des moyens financiers également. Vous parlez des partenaires, j'aimerais m'attarder également sur les collaborateurs. Hein, au sein même de l'ABES, on va en découvrir quelques-uns comme Sonia Zaim en images et voir un tout petit peu de l'intérieur. À quoi ressemble l'ABES en fait? Avec plaisir. Anna Sonia Zaim, je suis responsable incubation ou communication chez l'ABES. Le LABES c'est un programme d'incubation qui dure 6 أشهر اللي في وسطه نعاونوا العباد اللي يحبوا يلانسيو دي بروجي اما لازم البروجي يكون عنده un impact environnemental والا social. L'Arche propose des activités éducologiques, d'éveil et d'accompagnement à destination des enfants de 3 à 15 ans. Johnny Bikes, entreprise sociale اللي تحاول تنشر ثقافة البسكليت قد ما تنجم. Nage Nature, c'est beaucoup plus que des produits, c'est tout un lifestyle pour toute personne qui a envie de vivre écolo au quotidien à travers tous les aspects de sa vie, déco, mode, nature. Je m'appelle Linda Meganem et je ne suis pas businesswoman de formation. Et c'est justement pour ça que j'ai candidaté pour l'incubateur du LABES. كيفاش نعاونوا l'entrepreneur هذا اللي يحب يلانسي المشروع نتاعو نوفروا له des formations, de l'accompagnement individuel, de la mise en réseau وزادا un financement اللي يخلط حتى شي 15 مليون. Depuis que j'ai intégré le LABES au mois de septembre, j'ai pu beaucoup mieux m'organiser, faire un business plan qui a été beaucoup mieux qu'avant. J'ai pu structurer mes idées, j'ai appris également tous les volets commerciaux, marketing, financiers que l'on ne voit pas spécialement quand on démarre tout seul et qu'on se lance tout seul sur le terrain. Et là, le LABES m'a vraiment permis de découvrir tout ça et d'apprendre une formation complète. لاباس الى كوب دي انتربرونور جدد واللي قاعدين يلانسيو في مشاريع دوكو تلقاهم جينيرالمون في فاز نتاع ستريس وفاز نتاع بريسيون باش تلقى ايكيب بوزيتيف هكا برشا وحيه وديناميك وتضحك وديما يضحكوا تبارك الله عليهم البنات اللي هوني وكل شيء دونك سي كيك شوز ديكستريمون امبورطون على خاطر حاجه تخليك تو سورمونت شويه ستريس معاهم هما سانسيرمون بالنسبه لي انا ابار لي كومبيتونس الكل نتاع لاباس سي لا بوزيتيفيتي اللي في وسط ليكيب. C'est la convivialité qui m'a le plus marqué au sein du LABES. On se sent très vite à l'aise et il y a beaucoup d'échanges entre les différents entrepreneurs qui y sont incubés. Oui, et puis on a aussi la chance de baigner dans tout un environnement avec d'autres projets qui sont tous en symbiose en fait avec l'esprit écologique et impact social. Les entrepreneurs sociaux accompagnés par le LABES يجيو بحذنا على خاطر يلقاو l'environnement propice pour développer leurs projets à impact positif. أما مش كان هذا يلقاو زادا une communauté d'entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs qu'eux, qui centrent l'humain dans leurs projets. Où ça c'est très important pour développer un projet à impact. Ça, c'est un aperçu de la vie au sein de l'ABES. Ça vous arrive de vous énerver, de vous prendre la tête?
Ça m'arrive effectivement. Mais trop rarement, voilà. Mais ça m'arrive. Non, mais c'est ça. Mais effectivement, je crois qu'on fait un métier passion aussi aujourd'hui. On n'est pas là par hasard. Je crois qu'on a envie de donner du sens. Vous l'avez voulu, vous l'avez cherché, vous l'avez Exactement. construit. Et donc... on a vraiment envie de trouver du sens dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on est là. On a envie de se sentir utile. On a envie d'imaginer une économie différente. On a envie d'avoir de l'impact sur nos territoires, pour nos territoires, pour nos communautés. Et donc voilà, au quotidien, c'est des défis, c'est des challenges, c'est pas toujours simple, hein, parce qu'en fait aujourd'hui, on est aussi une structure qui a besoin d'être durable. Donc voilà, on doit aussi travailler sur l'aspect humain avec les équipes, leur permettre de se développer. On doit effectivement rendre des comptes, hein, faire du reporting pour des bailleurs. Et en même temps, il ne faut pas oublier le sens de tout ça et pourquoi on le fait. Perdre le cap, garder la boussole. Et à partir de là, on est aussi dirigeant d'une structure, d'une association. Et donc, à la fin du mois, il y a aussi de pérennité, de viabilité. Exactement. Il y a des salaires à la fin du mois qu'il faut pouvoir assurer. Et voilà. Et puis, durer. Donc, tout ça fait que, oui, il y a des jours où c'est pas toujours simple, mais il y a beaucoup plus de sourire et de joie au final. Donc avec cette loi de 2020, avec tout ce qui se passe, cette évolution, on va dire, ces différents partenaires qui accèdent à notre palier, je vais emprunter d'une manière hasardeuse l'image justement de Johnny Bikes avec ce vélo auquel on enlève les deux petites roues et qui va continuer son chemin tout seul. Alessia, je reviens vers vous. Quelles recommandations, quelle vision de l'avenir, quel rôle pour COSPE également dans la phase qui suit aujourd'hui? En termes de recommandations, ça m'interpellait la chose que tu disais tout à l'heure, Merdi, par rapport au fait du risque, en fait, que l'ESS, ça devient un peu un conteneur là où on y met tout et ça perd d'efficace comme combat. Pour moi, les recommandations, c'est de faire en sorte que l'économie solidaire en Tunisie puisse être le plus possible déclinée avec des enjeux qui sont des enjeux fondamentaux pour les pays. Disons, d'un côté, tout ce qui est la lutte à la corruption, dynamique de clientélisme, corruption. Si on parle d'économie solidaire, on parle d'une économie saine, d'une économie transparente. Donc, une économie solidaire en Tunisie, ça a du sens d'exister si on se pose aussi des questions qui sont des questions dérangeantes par rapport à la politique du pays, par rapport aux choix qui sont faits en termes de politique sociale, économique dans les pays. Donc, lier l'économie solidaire à des combats donc liés à la transparence dans la gestion des politiques de la Tunisie, dans la gestion et de la mise en œuvre des politiques tunisiennes, politiques en particulier économiques. Lier l'économie sociale et solidaire aussi à des questions d'autodétermination. On sait qu'au niveau de l'Union européenne, il y a en cours tout un travail de faire passer, de faire approuver l'ALECA, l'accord de libre-échange complet approfondi. Cet ALECA, il a des enjeux qui peuvent être intéressants ou positifs. Il y a aussi des risques qui en particulier peuvent s'abattre sur la souveraineté, sur la souveraineté alimentaire et sur la souveraineté aussi des politiques du pays et un risque de libéralisation ultérieure et qui va affecter de manière négative en particulier le secteur agricole. Lier l'économie solidaire à des enjeux de souveraineté alimentaire, comme je le disais tout à l'heure, dans le sens qu'il y a, par exemple, des semences anciennes à récupérer, un travail énorme pour défendre les droits et l'accès aux ressources des paysans et de la paysannerie tunisienne. Et un autre enjeu fondamental pour donner donc du concret à l'ESS, et donc pour moi une recommandation, c'est travailler énormément sur tout ce qui est environnement. Donc la tutelle du patrimoine naturel et des ressources naturelles de ces pays, la possibilité que les ressources de ces pays ne soient pas tout le temps drainées vers la capitale ou vers les côtes, mais que les initiatives d'économie solidaire, les agriculteurs, les producteurs qu'on soutient dans les régions puissent y avoir un digne accès.
Merci beaucoup, Alessia. Et là, ça a été, il y a un point qui a été soulevé, c'est les différents secteurs évoqués. Et là, on réalise l'aspect global de l'économie sociale et solidaire, cette transversalité qui va interpeller plusieurs ministères, qui va interpeller, tout à l'heure, vous parliez des collectivités locales, Kerim Toumi, mais aujourd'hui, aller chercher le ministère des collectivités locales et de l'environnement, celui du commerce, également certaines agences qui sont dédiées à l'export, aujourd'hui aller parler à l'agriculture, à l'environnement d'un côté. Comment faire pour qu'il y ait un chef d'orchestre et qui est redevable de jouer le chef d'orchestre pour harmoniser cette approche globale, on va dire? Je pense que pour le moment, sur le plan institutionnel, tout est clair. Pour le moment, c'est le ministère de l'Emploi qui assume ce genre de... Qui prend le lead. Voilà, de pilote de ce processus. Mais peut-être par la suite, donc, il y aura des changements par rapport à, disons, par rapport à l'enracinement local de l'ESS. Donc, pour le moment, c'est lui qui gère les chantiers de l'ESS. Il a aussi l'ANETI, donc, avec le redéploiement au niveau régional, avec les bureaux d'emploi et les espaces entreprendre. Donc, il faut aussi mettre les moyens. Donc, Rachid a parlé tout à l'heure des moyens. Donc, il faut vraiment mettre les moyens nécessaires, pédagogiques, accompagnement, mais surtout financiers. L'ESS est un processus de changement et donc qui s'inscrit dans la durée. Et tout processus de changement, donc il faut avoir des acteurs qui portent ce changement. Et donc, dans mon point de vue, il y a deux acteurs. Ce sont la société civile, mais les jeunes. Et donc les jeunes, moi je suis un homme de terrain, je me déplace beaucoup dans les régions, donc ils sont en train de faire des exploits malgré le manque de moyens. Donc je cite un exemple parce que je le connais de près, l'association Twiza au KEF, qui est en train vraiment de changer la réalité au niveau du KEF avec des initiatives qui touchent plusieurs aspects au niveau social et économique. Kerim Toumi, aujourd'hui est-ce qu'on est en train de parler d'une niche à développer qui vient se greffer à une économie existante, ou est-ce qu'on est en train de parler d'une transfiguration de l'intégralité de l'économie à travers un nouveau prisme, un nouveau paradigme? Quel choix? On est en train de fonder un nouveau modèle économique dont l'ESS est une composante essentielle. Et donc, il nous faut développer les politiques publiques de l'ESS. L'initiative au niveau terrain portée par la société civile, par les incubateurs ne suffisent pas à leur seul. Donc il faut vraiment que le gouvernement s'implique pleinement et définisse une vraie politique publique pour le développement de l'ESS. Sinon, on va rester dans une initiative éparpillée à travers le pays. Je rappelle juste que vous avez l'occasion de poser vos questions aux différents intervenants, de les interpeller pour avoir un complément d'information, des éclairages ou autres, éventuellement aborder une question supplémentaire et qu'on reste à votre disposition pour y répondre en temps et en heure, bien évidemment. Monsieur Lotfi Benaïssa, quelle vision de l'avenir aujourd'hui, les jalons marquants, les phases à venir? Eh bien, l'ESS a aujourd'hui une opportunité de figurer comme levier incontournable dans le modèle de développement alternatif. Je souligne le terme alternatif. Aujourd'hui, le modèle de développement qui a prévalu depuis des décennies est essoufflé, et même qu'il prend une tournure dramatique. Étant donné l'État... C'est universel, hein. Ce n'est pas propre à la Tunisie. Bon. Avec des proportions variables, mais ça reste quand même une tendance, un trend mondial. Disons que pour la Tunisie, il y a une urgence. Voilà. Et ça ne se mesure plus en termes de décades, ça se mesure en termes de semaines. Mitterrand disait il faut laisser le temps au temps, mais à Paris, on n'a pas le temps. Voilà. Donc, l'ESS, aujourd'hui, peut être une réponse opportune à un certain nombre de problèmes, je dirais, de blocage. Parce qu'aujourd'hui, l'élite politique, notamment qui tient... On peut marketer cela comme ça auprès des gouvernants et des décideurs en leur disant, voilà, même par opportunisme, excusez le terme, allez-y, c'est une bouée de sauvetage pour tout gouvernant. Tout à fait. Il faut que les décideurs prennent conscience que c'est terminé, ce n'est plus un argument électoral, ce n'est pas un prétexte faut transformer pour justifier un remaniement
partielle du modèle de développement. Il s'agit de remettre en cause fondamentalement les piliers de ce modèle qui a prévalu jusqu'à aujourd'hui. Et l'ESS, elle ne peut se prévaloir, elle ne peut se positionner réellement comme réponse adéquate qu'une fois elle s'est outillée de manière efficace, à savoir aujourd'hui le cadre juridique, il est important dans la mesure où il offre à la fois une définition unitaire de l'ESS, puisque ce cadre référentiel va nous mettre tous d'accord autour d'une seule définition, autour d'objectifs de développement, autour de principes cardinaux universels, mais qui finalement vont être vérifiés au niveau du quotidien. Le financement, et là c'est un problème que je pose aujourd'hui, parce que, écoutez, les bailleurs de fonds étrangers, merci, et ça doit continuer, mais il ne faut pas que les acteurs de l'économie sociale solidaire soient dépendants totalement. À un certain moment, il faut que ces bailleurs... Aussi progressive soit-elle, mais la phase de transition vers l'autonomie est primordiale. Tout à fait, tout à fait. Et ce qui est prévu dans le cadre de cette loi, à savoir la banque coopérative, va permettre ça a le mérite d'être clair, le système et de garantir son autonomie. Merci beaucoup. Très rapidement, je fais le tour avec vous. Vos recommandations, votre vision, Rachid. Non, moi, je crois en tant qu'acteur de terrain, on a besoin de continuer à accompagner. Besoin de continuer donc à accompagner ces différents acteurs qui apportent des solutions socio-économiques à la Tunisie. On a besoin d'aller davantage dans les territoires, dans les gouvernorats. On a besoin de connecter aussi les différentes énergies, beaucoup plus la société civile avec l'État, avec le secteur privé. Il a aussi un rôle à jouer, le secteur privé. Et je rejoins aussi ce que venait de dire l'autre fille. On a besoin, l'économie sociale et solidaire en Tunisie aujourd'hui a aussi besoin d'avoir son modèle économique et ne pas compter uniquement sur l'appui ou des gouvernants ou de la coopération internationale. Et dernière chose, continuer à en parler. Promouvoir l'innovation sociale, promouvoir l'économie sociale et solidaire. Nous, on a un bâton de pèlerin, en fait. Encore une fois, très modestement, très humblement, mais on le fait avec d'autres qui ont aussi leur bâton de pèlerin et on avance tous ensemble. Et aller prêcher pour ouvrir le spectre et ne pas, entre guillemets, devenir sectaire, quelque part dans le monde de l'économie sociale. On a une vocation et on a un métier. De manière très caricaturale, c'est aller chercher les plus récalcitrants, on va dire, les plus sceptiques, ceux qui nourrissent des appréhensions. Ceux-là, il va falloir aller chercher à travers les bons arguments. Alessia, on va clore avec vous en 10 secondes, vraiment, une recommandation, le message, la suite avec COSPE, justement. La suite avec COSPE, c'est le travail de terrain qu'on est en train de faire et qu'on va continuer à faire. Et c'est le travail sur ces 3 dimensions. Appuyer les acteurs, construire des filières locales de qualité équitable, appuyer tous ceux qui sont ces laboratoires forts et intéressants qui sont nés dans les territoires. Et donc, pour nous, le pôle d'appui à l'économie solidaire dans les régions, c'est le moteur pour faire bouger les choses et pour faire développer et consolider l'ESS en Tunisie. Et après, restons unis parce que les réseautages et la capacité de faire masse critique, c'est l'ingrédient principal pour que l'ESS puisse se renforcer et s'affirmer et prospérer dans ce pays. Merci beaucoup. Merci encore une fois à Alessia Tibolo pour tout le travail accompli, un travail d'orfèvre. Kerim Toumi, on vous retrouve bien évidemment pour continuer à travailler sur l'ESS, sur la promotion encore et toujours. Merci à vous, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes en train de suivre l'inauguration des locaux de Dar-Es, ce nouvel acquis pour la planète ESS et qui va abriter justement, accompagner, être le catalyseur de toutes les actions futures et qui, les bras tendus bien évidemment, se pose comme un maillon incontournable
incontournable aujourd'hui de cette chaîne de valeurs qu'est l'économie sociale et solidaire. On continue dans une poignée de minutes, mais avec une visite de cette DAR ESS, de cette maison de l'économie sociale et solidaire. On va essayer d'en parler. On va parler de la genèse, de la mise en place, de la mise en œuvre et aussi du rôle qui lui est imparti dans le futur. On continue ensemble dans quelques instants.